étude scientifique publiée, puis coup de théâtre, rétracté. Un chercheur de haut rang au cœur même de l'institution qui décide de briser le silence. Et des accusations de fraude qui visent les plus hautes autorités sanitaires. L'affaire du vaccin ROR et ce lien supposé avec l'autisme est bien plus qu'une simple querelle d'experts. C'est une histoire complexe, une véritable saga qui vient toucher à nos peurs les plus intimes et qui ébranle notre confiance dans les institutions qui sont censées nous protéger. Alors, ensemble, prenons le temps, analysons, décortiquons les faits, les données et les arguments qui se cachent derrière ce débat qui, encore aujourd'hui, continue de profondément diviser. Pour y voir plus clair, notre exploration va se dérouler en plusieurs actes, un peu comme une pièce de théâtre. D'abord, on va ravivir la flamme de la controverse pour bien comprendre d'où tout est parti. Puis, acte 1, on se penchera sur le témoignage du fameux lanceur d'alerte. Acte 2, on va s'attaquer à une question de fond, l'énigme des essais cliniques sans placebo. Ensuite, acte 3, on abordera cette fameuse étude interdite, celle qui comparerait les vaccinés et les non-vaccinés. À l'acte 4, on enfilera nos blouses de statisticiens pour décrypter la manière dont les données sont lues et interprétées. Et enfin, on conclura notre analyse sur les grandes questions de doute et de transparence que toute cette histoire soulève. Commençons par le commencement. Plongeons dans le moment précis où cette controverse, qui couvait en réalité depuis des années dans certains cercles, a littéralement explosé aux yeux du grand public. Ce n'est plus seulement un débat feutré entre experts dans des revues scientifiques à comité de lecture, non. L'histoire a pris une ampleur phénoménale grâce à un vecteur d'une puissance redoutable, le cinéma documentaire. Et un film en particulier, Vaxxed, a agi comme un véritable détonateur médiatique. Le cœur du réacteur de cette affaire, l'accusation centrale, est d'une gravité extrême. Selon la thèse popularisée par des films comme Vaxxed, les centres de contrôle et de prévention des maladies, le fameux CDC américain, l'équivalent de notre Santé publique France, mais en beaucoup plus grand, auraient sciemment, délibérément, dissimulé des preuves. Quelles preuves ? Celles d'un lien qu'ils auraient eux-mêmes découvert entre le vaccin ROR et l'autisme. L'affirmation est simple, directe, mais absolument explosive. Une vérité scientifique aurait été cachée, sacrifiée sur l'autel de la politique de santé publique. Tout ça pour ne pas ébranler la confiance du public dans le programme vaccinal. Alors, pour étayer une accusation aussi sérieuse, il faut plus que des soupçons. Il faut un témoin. Et si possible, un témoin crédible, quelqu'un de l'intérieur. C'est là qu'entre en scène la figure centrale de toute cette controverse. Et ce n'est pas un activiste externe, non. C'est un scientifique de haut rang, un chercheur travaillant au sein même du CDC. L'homme qui, de l'intérieur, va tout faire basculer. Écoutez bien cette phrase. « Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que nous ayons fait ce que nous avons fait. » C'est la citation qui a mis le feu aux poudres. Attribuée au docteur William Thompson, un scientifique chevronné du CDC, elle constitue le noyau émotionnel, le cœur battant de l'allégation de fraude. C'est une phrase dévastatrice. C'est un aveu qui, sorti de son contexte, semble confirmer les pires craintes. Elle ne suggère pas une simple erreur de calcul, non. Elle suggère un regret profond, la conscience aiguë d'avoir commis une transgression éthique majeure en secret. Alors que s'est-il passé concrètement selon cette affirmation ? L'accusation est celle d'une fraude scientifique en bonne et due forme, une manipulation délibérée des données. Le scénario est le suivant, des chercheurs du CDC auraient mené leur étude en 2004. En analysant leurs résultats, ils auraient trouvé une corrélation statistiquement significative entre le vaccin ROR administré tôt et un risque accru d'autisme, mais spécifiquement chez les jeunes garçons afro-américains. Et la panique à bord. Au lieu de publier ce résultat sensible, ils auraient pris la décision de l'omettre du rapport final. Le film utilise une métaphore très forte, les documents contenant ces données auraient été symboliquement rassemblés et jetés dans une poubelle. L'idée est claire, on se débarrasse d'une vérité qui dérange. Face à une accusation pareille, qui repose en grande partie sur des extraits de conversations téléphoniques enregistrés, puis montés dans un film, une analyse rigoureuse nous oblige à faire une pause et à revenir à la source. Quelle est la position officielle et publique de l'homme par qui tout est arrivé ? Pour le savoir, il faut se tourner vers le seul et unique document qui fait foi. La déclaration formelle, écrite et autorisée, publiée par le Dr Thompson lui-même par l'intermédiaire de ses avocats. La lecture attentive de cette déclaration révèle une nuance absolument fondamentale, une nuance souvent perdue dans le vacarme médiatique. D'un côté, oui, le Dr Thompson exprime bien un regret. Il dit regretter l'omission d'une analyse spécifique sur un sous-groupe. Il confirme donc bien qu'une partie des résultats n'a pas été publiée. Mais, et c'est le point absolument crucial, dans le même souffle, il réaffirme immédiatement et avec une clarté totale son soutien indéfectible à la vaccination. Il dit noir sur blanc que les vaccins sauvent d'innombrables vies. La distinction est fine, mais elle est essentielle. Il ne dit pas les vaccins causent l'autisme. Il dit regretter qu'une analyse statistique particulière sur un groupe spécifique n'ait pas été incluse dans la publication finale. Si on met les deux récits côte à côte, le fossé est immense. D'un côté, le film dépeint un complot, une dissimulation à grande échelle, une fraude criminelle.
De l'autre, on a un scientifique qui exprime un regret d'ordre méthodologique. Il estime que le protocole de l'étude, tel qu'il avait été défini à l'avance, n'a pas été suivi à la lettre pour ce résultat inattendu sur un petit sous-groupe. Mais en même temps, il valide le message global de santé publique sur l'importance des vaccins. Pour faire une analogie, c'est un peu la différence entre accuser un chef cuisinier d'avoir empoisonné ses clients et lui reprocher de ne pas avoir suivi sa propre recette à la lettre pour une garniture. L'échelle de la faute n'est pas du tout la même. Et après cette déflagration médiatique, que s'est-il passé ? Eh bien, la communauté scientifique a réagi. La nouvelle analyse, celle qui soutenait les affirmations du film, a été désavouée et retirée de la revue qui l'avait publiée. C'est ce qu'on appelle une rétractation, et c'est un acte très fort, presque une humiliation, dans le monde académique. De son côté, le CDC a maintenu sa position, pas de fraude. L'analyse sur ce sous-groupe n'était pas prévue au départ, et le résultat était probablement un hasard statistique. Enfin, et c'est peut-être le plus frustrant, malgré la transmission de milliers de pages de documents au Congrès américain, l'affaire n'a jamais abouti à une audition publique du Dr Thompson. Il n'a jamais témoigné sous serment, laissant sa version complète de l'histoire dans l'ombre et la controverse en suspens. Maintenant, laissons de côté cette étude spécifique un instant, car la controverse soulève une question beaucoup plus large, une question fondamentale qui touche à la manière même dont on évalue la sécurité des vaccins avant les autoriser. C'est une critique de fond sur la méthode scientifique elle-même. Voilà une affirmation qui, la première fois qu'on l'entend, a de quoi laisser pantois. Elle suggère que l'outil qui est considéré comme la référence absolue, l'étalon hors de la recherche clinique pour prouver qu'un produit est sûr et efficace, l'essai contre placebo, n'aurait tout simplement pas été utilisé pour les vaccins qu'on administre à des millions d'enfants. Si cette affirmation est vraie, cela pourrait remettre en question la base même de la certitude scientifique sur laquelle repose la sécurité de tout le programme vaccinal. Alors, avant de continuer, redéfinissons bien ce qu'est cet étalon or. C'est le protocole le plus rigoureux qui existe pour éviter les biais. Imaginez qu'on teste un nouveau traitement contre le mal de tête. On donne le vrai médicament à un groupe et une pilule de sucre qui ressemble en tout point à un autre groupe, c'est le placebo. Double aveugle, ça veut dire que ni les patients, ni même les médecins qui administrent le traitement ne savent qui reçoit quoi. C'est la seule façon d'être absolument certain que l'amélioration observée est bien due au médicament et non à l'effet psychologique de croire qu'on prend un traitement. La question est donc posée et elle est cruciale. Est-ce que cette affirmation est factuellement exacte ? Et si c'est le cas, comment est-ce possible ? Est-ce une négligence choquante, un oubli monumental de la part des autorités sanitaires, ou bien y a-t-il une raison logique, une justification éthique qui explique cette pratique ? Alors la réponse c'est que l'affirmation est en grande partie vraie, mais elle omet un contexte absolument crucial. Ce n'est pas un secret ou une dissimulation. La plupart des nouveaux vaccins pour enfants sont testés non pas contre une injection d'eau salée, mais contre un vaccin plus ancien, déjà approuvé et utilisé. On appelle ça un contrôle actif. La raison est un dilemme éthique insoluble. Imaginez un instant, vous êtes un parent, on vous propose de participer à un essai pour un nouveau vaccin contre la méningite. On vous explique que votre enfant a une chance sur 2 de recevoir de l'eau salée, et donc de rester totalement vulnérable face à une maladie, potentiellement mortelle, juste pour les besoins de la science. Accepteriez-vous ? Évidemment non. Et aucun comité d'éthique n'autoriserait une telle étude. Ce serait jugé comme non éthique. Ce dilemme éthique nous amène tout droit à une autre demande, formulée avec insistance par les critiques. Si on ne peut pas faire d'essais contrôlés randomisés, alors faisons au moins une grande étude observationnelle, une comparaison directe et massive des résultats de santé entre les enfants entièrement vaccinés et ceux qui ne le sont pas du tout. C'est, pour beaucoup, la question ultime. L'affirmation ici, c'est que les autorités sanitaires refusent systématiquement de conduire ce que certains appellent l'étude Vaxxed versus Unvaxxed. Une étude simple en apparence. On prend 2 grands groupes d'enfants, ceux qui ont suivi le calendrier vaccinal complet et ceux qui n'ont reçu aucun vaccin. Et on compare leur état de santé général sur le long terme. On regarde tout, asthme, allergie, maladies auto-immunes, troubles neurologiques. La logique des critiques est imparable. Si on veut connaître l'impact global d'un programme, le bon sens dicte de comparer ceux qui le suivent à ceux qui ne le suivent pas. Puisque les autorités refusent de mener cette étude, un des films met en avant une initiative indépendante. Une étude qui a tenté de faire cette comparaison en utilisant des données médicales déjà existantes. L'approche est dite rétrospective, c'est-à-dire qu'on regarde dans le passé. On prend les dossiers médicaux d'une large population d'enfants et on crée 2 groupes. Les vaccinés d'un côté, les non vaccinés de l'autre. Puis on compte les diagnostics dans chaque groupe. Et les résultats de cette étude tels qu'ils sont présentés sont pour le moins spectaculaires. Ils indiquent que pour plusieurs maladies chroniques très courantes, comme l'asthme ou les allergies, les enfants du groupe vacciné auraient un risque statistiquement beaucoup plus élevé. Le chiffre qui frappe le plus les esprits concerne le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. 262 cas auraient été recensés dans le groupe vacciné contre 0 dans le groupe non vacciné. Présentés comme ça, brut de décoffrage, ces chiffres sont évidemment très inquiétants. Mais attention, c'est là qu'il est absolument crucial de comprendre les limites de ce type de recherche. Ce type d'étude montre une corrélation,
pas une causalité. C'est la différence fondamentale entre voir que deux choses se passent en même temps et prouver que l'une cause l'autre. Un exemple classique, on observe que les ventes de glace et le nombre de noyades augmentent en même temps pendant l'été. Est-ce que manger des glaces cause les noyades? Bien sûr que non. C'est un troisième facteur, le beau temps, la chaleur, qui explique les deux phénomènes. Ici, c'est pareil. Les familles qui ne vaccinent pas leurs enfants sont peut-être très différentes sur d'autres plans. Alimentation, mode de vie, recours aux soins. Ces facteurs, qu'on appelle des facteurs de confusion, pourraient très bien expliquer les différences de santé observées. Les partisans de l'étude le reconnaissent, mais ils argumentent que, même si ça ne prouve rien, ça constitue un signal d'alarme suffisamment sérieux pour justifier des recherches plus poussées. On arrive maintenant au quatrième acte, celui du décryptage des données. On va se concentrer sur la manière dont des données brutes, accessibles au public, peuvent être interprétées de manière radicalement différente. Et pour ça, on va s'intéresser à un système de surveillance très particulier, le VARS pour Vaccine Adverse Event Reporting System. L'une des analyses présentées dans les sources utilise le VARS pour faire une comparaison qui a l'air à première vue accablante. D'un côté, on nous dit qu'il y a eu seulement 7 décès confirmés à cause de la rougeole aux États-Unis depuis 1995. De l'autre, on nous montre qu'il y a eu 193 décès signalés au VARS juste après une vaccination ROR. Le message visuel est simple et puissant, le remède semble beaucoup plus mortel que la maladie. Mais l'analyse ne s'arrête pas là. Elle postule ensuite que le système VARS est massivement sous-déclaré. S'appuyant sur une étude qui estime que peut-être seulement 1% des effets indésirables sont réellement signalés, les auteurs appliquent un facteur multiplicateur. Ils prennent le nombre de décès signalés, le multiplient et arrivent à une estimation du nombre réel de décès qui serait selon eux proche de 6000. C'est un chiffre qui évidemment fait froid dans le dos. Pour comprendre ces chiffres, il faut d'abord comprendre ce qu'est le VARS et surtout ce qu'il n'est pas. Le VARS, c'est une sorte de grande boîte aux lettres publique, une sorte de mur des lamentations post-vaccinales. N'importe qui, un patient, un parent, un médecin, peut y déposer un rapport pour signaler un problème de santé survenu après un vaccin. L'important, c'est de comprendre que le simple fait qu'un rapport soit dans la base de données ne prouve absolument rien sur le lien de causalité. C'est une base de signalement, pas une base de faits avérés. Si une météorite s'écrase sur quelqu'un 1 heure après son vaccin et qu'un proche le signale, le rapport sera dans le VARS. Et c'est là que l'on voit tout le fossé entre la donnée brute et l'analyse épidémiologique rigoureuse. Selon les sources officielles et les principes de la science, cette comparaison est profondément trompeuse. D'abord, elle traite des rapports non vérifiés comme s'il s'agissait de liens de cause à effet prouvés. Ensuite, et c'est une erreur statistique majeure, elle applique une extrapolation mathématique qui n'est pas valide. Un léger mal de tête sera beaucoup moins signalé qu'un décès. On ne peut donc pas appliquer le même facteur de sous-déclaration aux deux. C'est pourquoi les épidémiologistes considèrent que cette comparaison, bien qu'elle soit visuellement très parlante, n'a en réalité aucune valeur scientifique. Au terme de cette longue analyse, que nous reste-t-il? Au-delà des chiffres, des études et des contre-études, cette controverse met en lumière une série de tensions fondamentales. Des tensions qui se situent à l'intersection de la science, de la confiance du public et de la manière dont on communique à l'ère du numérique et de l'information instantanée. Ce que toute cette affaire révèle, ce sont des conflits profonds, des dilemmes souvent non résolus. D'un côté, on a le processus scientifique, qui est par nature lent, rigide, et qui demande de respecter des protocoles très stricts. De l'autre, on a le besoin tout à fait légitime du public, pour la transparence, pour des réponses claires, pour la confiance. Il y a la science telle qu'elle se fait, dans la complexité de ses laboratoires, et la science telle qu'elle est perçue, avec une soif de certitude immédiate que la recherche, par définition, peut rarement étancher. On termine donc sur cette question, une question ouverte, car elle est véritablement au cœur de notre époque. Face à des sujets aussi complexes, comment peut-on concilier cette demande de transparence absolue avec les réalités, les limites et les incertitudes de la recherche scientifique? Et comment faire tout cela en évitant les pièges de la simplification excessive et de la mauvaise interprétation? La réponse, sans doute, ne se trouve pas dans une seule étude parfaite qui répondrait à tout. Elle se trouve plutôt dans la construction patiente et permanente d'un dialogue honnête et éclairé entre le monde de la science et la société qu'il a pour mission de servir.